Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Bonjour et bienvenue à ce 36e et nouvel épisode de la Rythme. Ça fait 4 mois qu'on n'est pas venu. Je suis certain que vous nous aviez pratiquement oubliés, mais non, nous existons encore. Au programme de ce soir, nous allons laisser plutôt parler Pruno et Toufi du jeu vidéo Lego Harry Potter année 1 à 4 récemment sorti et auquel la Gazette avait été conviée à la présentation de presse. Il n'est pas encore sorti d'ailleurs, soit dit en passant. Hein. Pardon ? Il n'est pas encore sorti. Hein. Il n'est pas encore sorti, ça va, mais quand l'épisode sortira, il sera peut-être sorti. Donc allez vérifier sur Amazon et ne prenez pas ce qu'on raconte pour argent comptant. Et en deuxième partie de soirée, nous retrouverons toute notre équipe pour discuter d'un sujet qui vous tient énormément à cœur, à savoir Rogue, sa vie, son œuvre et toute sa discographie. Maintenant sorti en édition limitée. Vous pourrez aussi aller vérifier sur Amazon, parce que je ne sais pas si elle sera sortie avant ou après la diffusion de cet épisode. Donc, voilà, avec nous ce soir, j'ai promis d'ailleurs que je ne lui ferai pas de mauvaises blagues à propos de Twilight, parce que Twilight c'est super bien. Et je ne dis pas ça parce qu'elle m'a promis des photos d'elle en petite tenue, non, je le pense vraiment. Merci à Paul Paul-Marie d'être avec nous. Salut. Mais sache que Twilight, c'est quasiment has-been. Hein. En ce moment, là, je viens de me faire 9 volumes de True Blood. Je recommande à tout le monde. Hein. Enfin, surtout aux filles. Bien, bah, ça nous fera des nouvelles blagues à raconter pour les prochains épisodes. Voilà, elle n'est pas avec nous, hélas, ce soir, parce qu'elle a eu travail jusque par-dessus ses pinceaux. Et oui, effectivement, la plupart de ses pinceaux sont plus grands qu'elle. On remerciera Alena de penser quand même à nous. Elle est belle, fougueuse, indomptable et les plus viles insanités dans sa bouche nous sembleraient des cantiques, ou en tout cas c'est du moins ce qu'en raconte son copain, mais ceci ne nous regarde pas. Elle voulait être avec nous ce soir, mais la rythme ne payant pas assez, elle avait pris d'autres engagements et elle pensera bien fort à nous pendant qu'elle défilera à la soirée Victoria's Secret. Merci à Alice de penser à nous. Tu te rends bien compte que tout ce que t'as dit là, je vais me faire un plaisir de lui répéter. J'espère bien. Même pas, elle va écouter l'épisode, elle va t'entendre. Enfin, il avait été aussi contacté pour défiler chez Victoria's Secret, mais lui, il a refusé pour conviction religieuse. Nous pourrons profiter donc de son immense savoir et de son infinie sagesse dans notre recherche de la vérité. Merci à Pruno d'être avec nous. Ouais, bonsoir. Voilà. Souvenez-vous, au mois de janvier, nous étions sans nouvelles de Dead Eagle, que nous pensions avoir perdu à Sarajevo. Quelques temps plus tard, nous fûmes rassurés de recevoir un message qui le montrait entouré de ses nouveaux amis dans ce qui semblait être une énorme cave. Il avait l'air fatigué et c'est sûrement pour ça que c'est son ami qui nous a gentiment lu un texte comme quoi Dead Eagle allait bien, mais qu'il avait eu un problème avec sa carte bleue et que nous serions gentils de lui envoyer $1 million pour régler la note de son hôtel en pension complète. Sacré Dead Eagle, quel blagueur. Mais finalement, après avoir fait appel à Europe Assistance et au GIGN, il est avec nous ce soir. Merci à Dead Eagle. Merci, bonsoir. Et donc toujours présent, du moins en parole, parce que son esprit a été certifié par des experts complètement absents, par d'autres experts physiquement quelconques et par des derniers moralement suspects. Votre serviteur, Spockman, dont les intros toujours plus idiotes vous font regretter Michel Drucker. Parce que tout ça, c'est de l'impro, tu prends pas des notes avant ? Tu rigoles, j'ai 5 feuilles de notes là. Ça me rassure, je pensais que t'étais un surhomme en fait. Et non, j'ai quand même pas autant d'impro en moi. Je voudrais par contre profiter de cette introduction et la terminer par féliciter chaleureusement nos anciens modérateurs, tous ceux qui est Pomme Fraîche, qui se sont mariés il y a maintenant un peu moins de 2 mois. Et c'était le premier mariage issu de la Gazette. Tous ceux qui est Pommy, on attend le premier enfant. Bravo. Bravo. Voilà. Ouais. Super mignon en plus. C'était beau. Il y avait des jolies références à Harry Potter parce que donc ils se sont rencontrés par Harry Potter et ils étaient merveilleux. Oui, puis on leur a fait une belle aide d'honneur avec des livres et des chouettes et tout ça. Ouais, ils avaient pas du tout la honte, c'était bien. Non, ils ont vachement aimé. Je suis dégoûté d'avoir manqué ça. Et je ne comprends pas que le rythme n'ait pas fait un reportage d'ailleurs là-dessus. Ah bah écoute, on n'y a pas pensé du faut tout. préserver l'anonymat quand même. Ouais. Ouais. Oui, bah écoute, tu pouvais changer leur prénom.
D'accord. C'est vrai. Ou je sais pas, donner des pseudos au lieu des vrais prénoms, tout ça. C'est un peu trop subtil pour moi, ça, désolé. C'est pas grave. Bah écoute, on fera ça pour le prochain mariage de la Gazette. Donc, lecteurs qui nous écoutez, on vous attend. On attend vos invitations. Et Ah oui, voilà. aussi, moi je veux être invité. Hein. Tu es invité au mariage de qui? Bah, au prochain mariage de Gazeta. Actualité. Donc on est le 2 mars là et Toufi et moi-même Pruno sortons d'une présentation du jeu vidéo Lego Harry Potter année 1 à 4. Donc on l'enregistre aujourd'hui mais on n'a pas le droit de diffuser ce qu'on va dire tout de suite parce que pour jusqu'au l'instant, 29 mars. Alors on dit le 29 mars, en vrai ce sera certainement diffusé en avril ou en mai connaissant la Gazette. Donc qu'est-ce que tu en as pensé de ce jeu? C'était sans doute jusqu'à présent le meilleur jeu Lego déjà. À la base les jeux Lego sont bien. En tout cas moi j'ai trouvé que tous les jeux Lego jusqu'à présent étaient bien. Mais alors comme l'a dit l'univers de Harry Potter avec la magie colle très bien avec ce qu'ils font d'habitude dans les jeux Lego, c'est-à-dire des morceaux de décor, des objets qui bougent et qui construisent d'autres choses, le décor qui se transforme. Bah, c'est vrai que donc moi comme jeu vidéo je connais que Harry Potter hein, donc c'est par rapport à ça que c'est à ça que je vais comparer. Et c'est vrai que les Lego ça apporte quelque chose quand même par rapport aux autres jeux Harry Potter qui est que là on peut beaucoup plus jouer avec l'environnement qu'on a autour de nous. C'est qu'il y a beaucoup d'objets un peu partout mais tout est Lego, donc les personnages sont des Lego et on peut également prendre des petits bouts et empiler des pièces Lego qui vont faire, on va l'utiliser pour fabriquer un escalier si on a envie de monter sur le rebord d'une fenêtre ou on va les utiliser pour fabriquer une plateforme, etc. Donc ça fait qu'on a beaucoup plus d'interaction avec l'environnement que dans les autres jeux Harry Potter. Je crois que le jeu où l'environnement avait été le plus étudié, c'était quand même le jeu vidéo 5, où il y avait beaucoup de... Déjà, il y avait un environnement qui était très grand, on avait le château tout entier et on pouvait beaucoup lancer des sorts sur les armures, etc. Mais généralement, ce que ça faisait, c'est qu'il y avait un petit quelque chose caché dedans et puis ça s'arrêtait là. Là, on peut vraiment déplacer les choses et c'est vrai que ça a l'air assez marrant, même si au final, ça apporte pas grand-chose, c'est un petit plus quand on a envie de passer du temps dans le niveau qui est marrant. Moi je trouve que ça apporte beaucoup parce que c'est un jeu, donc bien sûr si on s'intéresse à la reproduction de l'univers Harry Potter, ça peut apporter quand même, mais c'est aussi un jeu et c'est très amusant de jouer avec les Lego qui se baladent un peu partout. D'ailleurs, on l'a pas vu mais on nous a dit qu'il y avait une partie du jeu où on pouvait construire ce qu'on voulait, donc on peut manipuler les Lego et de la manière qu'on veut, contrairement à ce qui se fait d'habitude dans les jeux Lego, c'est-à-dire qu'il y a une animation qui est prédéfinie, où il y a des Lego qui sont dans un certain ordre et qui s'emboîtent dans un certain ordre, c'est très joli, mais c'est vrai que on ne contrôle pas ce qui se passe, alors que là, un peu partout dans le jeu, et en particulier dans un endroit précis du jeu, on aura une grande liberté en fait. Voilà, on pourra construire comme si on avait une vraie boîte de Lego Harry Potter, enfin, en tout cas c'est ce qu'on nous a dit. Alors, moi, ce qui m'a sans doute le plus plu là-dedans, c'est que c'est quelque chose que déjà les gens qui faisaient les autres jeux vidéo Harry Potter avaient fini par comprendre, et c'est quelque chose que là Lego a compris tout de suite, c'est que ce qui nous intéresse dans un jeu Harry Potter en fait, c'est certes l'histoire est bien, mais ce qu'on veut surtout c'est l'univers. Et là moi ce que j'ai trouvé particulièrement bien fait, c'est qu'ils ont récupéré beaucoup de l'esprit de Harry Potter. Donc on a vu par exemple la séquence initiale, le tout début à Private Drive, qu'à un moment où on peut pas jouer malheureusement, enfin d'après ce que j'ai vu, mais où on voit quand même par exemple le moment où toutes les lettres arrivent par la poste, enfin par les hiboux quoi. Et ça c'était très drôle parce qu'en fait ils ont joué beaucoup avec ça, avec des lettres qui sortent du grille-pain, qui sortent du lave-linge, des lettres qui sont utilisées pour essuyer la voiture à la place de l'essuie-glace, etc. Donc au final c'est vrai qu'on rigole bien pendant les scènes qui sont entre les moments de jeu, c'est quand même très important. Et même pendant le jeu on a vu des petits moments où il y avait des détails qui sont là uniquement pour faire sourire, qui n'étaient pas forcément dans les livres à la base, mais qui, enfin moi je pense que c'est des choses que J.K. Rowling aimerait quoi. Ouais. J'ai pas l'impression que J.K. Rowling elle-même ait vraiment été impliquée là-dedans. On nous a dit que les gens de Warner Bros et les gens de l'agence de J.K. Rowling avaient eu un rôle. Je pense qu'elle-même non. En même temps, elle a peut-être autre chose à faire. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression, quand on voit J.K. Rowling, que c'est une grande joueuse, ni même une grande amatrice de Lego, mais bon après c'est vrai qu'elle s'implique souvent dans des projets qui sont de son œuvre, peut-être. Hein.
Enfin, je pense que si ça avait été le cas, il nous l'aurait dit bien clairement, genre, Ouais. vous avez vu, on a J. Caroline qui nous a aidé. Ça, je pense que ils auraient crâné, genre, ah ouais, je connais quelqu'un qui l'a rencontré, etc. Donc, à mon avis, elle a pas dû avoir un rôle direct, mais pour autant, enfin, d'après ce qu'on a vu, elle aurait pu, quoi, parce que c'est vrai que c'est assez fidèle, donc pas juste à la narration, mais aussi à l'esprit. Ouais. C'est magique. Ouais. Et alors, l'autre chose dont ils étaient assez fiers, c'est le nombre de personnages. C'est-à-dire que c'est un jeu où on peut jouer seul ou à deux, mais on peut régulièrement changer de personnage. Alors, ceux qui nous écoutent et qui ont joué au jeu vidéo Harry Potter 4 auront peut-être un assez mauvais souvenir de ça, parce que dans le jeu HP4, on pouvait faire ça, on fait passer de Ron à Harry à Hermione, et des fois à Dumbledore peut-être, je crois, mais au final, ça n'apportait absolument rien. Là, dans le jeu Lego, on nous a dit qu'il y avait 140 personnages, où on peut aller de l'un à l'autre, et parmi les 140 il y a aussi Croutard, il y a Croque-Dur, apparemment on peut même jouer Voldemort, enfin donc 140 personnages ça fait beaucoup, hein. Moi il me semble avoir lu que dans le tome 4 il y avait à peu près 100 personnages qui parlaient, donc ça veut dire que quasiment tout le monde qui à un moment ou un autre parle dans les 4 premiers tomes figure dans le jeu vidéo. Et ils ont différents. Des fois, on a besoin de passer de l'un à l'autre parce que certains personnages ont Des pouvoirs différents. Voilà, exactement. Ça, c'est classique dans les jeux Lego. En fait, on commence par jouer en mode histoire, c'est-à-dire qu'on a les personnages qui sont supposés être là dans l'histoire. Donc, souvent c'est Harry, Ron, Hermione, parfois quelques autres personnages. Et une fois qu'on a fini un niveau, on peut rejouer à ce niveau en mode jeu libre, et à ce moment-là on choisit les personnages qu'on veut. Et ce qui se passe, c'est que dans chaque niveau il y a des endroits où on ne peut accéder qu'avec certains personnages, et notamment des personnages qui ne sont pas disponibles en mode histoire. Donc il faut, si on a envie de vraiment finir le jeu, de récupérer tout ce qu'il y a à récupérer dans le jeu, on a une bonne raison de revenir dans chaque niveau et de découvrir des nouvelles choses auxquelles on ne pouvait pas accéder avant. Donc ce que ça veut dire par exemple, c'est que il peut y avoir un moment où on a besoin de Croutard pour aller se faufiler dans des petits trous, ou de Croque-Dur pour creuser, ou de... Oui, j'ai repéré à plusieurs moments du jeu pendant la démo des tas de terre par terre. Et j'ai compris au moment où on a vu Croque-Dur, j'ai compris à quoi ça servait. C'est que quand on peut revenir à ce moment-là dans le jeu avec Croque-Dur, à ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau. Et moi je pense qu'il y a aussi des moments où même pendant que tu fais le niveau, donc avant de l'avoir fini, t'es quand même obligé de changer parce que il y a que Hagrid qui peut tirer assez fort. Oui, bien sûr. Et ce qui est drôle aussi, c'est que par exemple, donc on pourrait se dire on va vouloir jouer avec Hermione tout le temps, mais par exemple on a vu un niveau sur balai volant où Harry il déchire tout, Ron il est pas mauvais, et on peut jouer avec Hermione sur un balai volant. Le problème c'est qu'elle est incontrôlable, donc elle passe son temps à faire des tonneaux, à partir en vrille et tout ça. Donc en fait on est obligé de la faire atterrir et de lui dire tu restes là parce que avec elle on peut rien faire quoi. Donc ça c'était assez marrant. J'ai l'impression qu'ils ont voulu beaucoup jouer aussi un peu avec ça. C'est que c'est souvent quelque chose qu'on voit évidemment dans les jeux vidéo, mais notamment ici où les développeurs se disent tiens, ce serait marrant de faire ça sert à rien, mais ça nous fait triper. Et du coup il y a plein de petits détails comme ça qui font que c'est pas juste bien de jouer, c'est aussi marrant à regarder quoi. Ah oui, on a vu aussi tu pourrais mieux en parler que moi, le mode 2 joueurs. Oui, c'est-à-dire que quand on est tout seul, les autres personnages ils suivent derrière, et quand il y a un autre joueur, l'autre joueur contrôle un autre personnage. Donc il y a deux personnages qui jouent en même temps. Le problème c'est que jusqu'à présent, ce qui se passait c'est qu'ils partaient d'un seul écran. Donc quand il y en avait un qui voulait se balader un peu trop loin, et ben il était bloqué. Ou alors l'autre option c'était d'avoir en permanence l'écran coupé en deux, auquel cas on est deux, mais c'est quasiment comme si on était en train de jouer chacun de son côté. Voilà, alors que là, lorsque les deux personnages sont l'un à côté de l'autre, on a un seul écran qui est partagé par les deux, et lorsqu'un personnage s'éloigne, progressivement l'écran se divise en deux, et il se divise pas en deux pile horizontalement ou pile verticalement comme souvent. Là en fait la coupure de l'écran donne une indication sur la position relative des deux personnages, donc on est beaucoup moins perdu que d'habitude dans ce genre de jeu, et en plus ça se fait de manière très fluide, la transition entre le mode un seul écran et le mode écran séparé. Donc c'est vrai que je pense que, alors évidemment il va falloir un peu de temps pour s'y habituer, mais une fois qu'on sait bien comment ça marche, ça fait que on a en permanence une bonne idée d'où les deux personnages sont là par rapport à l'autre, ce qui fait que on interagit plus facilement en fait. Ça a l'air assez intuitif.
Et apparemment l'autre truc qu'on peut faire aussi, c'est on peut également lancer des sorts par exemple à son partenaire. Donc on peut avoir par exemple le partenaire, on peut lui faire le Wingardium Leviosa et partir à voler en l'air. Oui, ça c'est aussi un classique des jeux Lego. Quand on est tout seul et qu'il y a un moment où il est nécessaire qu'il y ait, alors c'est souvent le cas, un personnage qui monte sur un objet et l'autre personnage qui fait flotter cet objet. C'est vrai que c'est beaucoup plus marrant de le faire à deux. Comme ça on peut le faire réciproquement en plus. Alors une chose qu'il faut quand même dire, c'est que c'est un jeu qui n'a pas de parole. Comme tous les jeux Lego, effectivement, les personnages s'expriment avec des grognements. Oui, voilà. Tu fais très bien, Pruno. Mais c'est pas vraiment gênant. C'est très expressif. Honnêtement, ça marche très bien. On a les visages qui bougent un peu aussi. Et ça suffit largement. Et ça fait aussi que... Enfin, souvent dans les jeux, on a des longs moments où ils parlent les uns aux autres et en fait on s'en fiche quoi. D'habitude, les 2 premières fois on regarde et puis après on zappe parce qu'on comprend qu'il n'y a rien d'intéressant. C'est très rapide et en même temps, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de petits passages comme ça avec une petite scène où il se passe quelque chose et où on regarde. Ça repose en même temps parce que c'est quand même un jeu où on a pas mal les doigts sur les boutons ou sur la Wiimote. Oui, donc ce jeu apparemment il existe sur Xbox 360, PS3, PC. Oui. Quoi d'autre? Oui. Ah la oui. Tu n'étais pas juste d'accord avec moi. Et la DS. Mais alors la version DS est complètement différente. D'après ce que j'ai vu, c'est une version en 2D isométrique, donc vue de haut avec vaguement un effet 3D. Mais c'est pas ça que je reproche. C'est que dans cette version DS, en fait, il n'y a pas les petites animations qui font toute la magie du jeu. Il n'y a pas... Il n'y a plus tous ces petits détails. Voilà, exactement. En fait, dans le jeu DS, on se promène sur un monde en 2D et puis on résout des énigmes, mais quand on résout l'énigme, on passe directement à la scène suivante. On voit pas l'animation qui récompense normalement le joueur qui a réussi le puzzle. Et puis même quand on fait le niveau, c'est normal, hein, c'est un écran qui est tout petit, il y a beaucoup moins de mémoire, etc. Mais le niveau lui-même il est très épuré par rapport à ce qu'on a dans les autres versions. Oui, il y a quand même des jeux sur DS qui sont beaucoup plus vastes, avec des niveaux beaucoup plus vastes que ça. Hein. Mais là c'est un peu dommage, c'est que là pour le coup c'est vraiment juste on joue et puis c'est tout quoi. C'est moins, il y a moins l'univers. Ce serait pas un jeu Harry Potter, on s'en rendrait quasiment pas compte quoi. Ouais. Donc ce jeu tu disais qu'il sortira en mai. Apparemment, il sortira en mai. C'est la date officielle. Bon, alors évidemment, il sera disponible sur la boutique de la Gazette, comme toujours. Nous, notre impression, enfin en tout cas la mienne, c'est que c'est un jeu qui est sympa. Donc c'est un jeu qui refait les 4 premières années, ce qui est donc quand même pas mal d'histoires Harry Potter et pas mal de personnages, pas mal d'univers. Oui, ça, pour nos lecteurs qui ont tous lu Harry Potter ou au moins vu les films, pour les plus fainéants. C'est un jeu qui respecte beaucoup l'univers Harry Potter et qui permettra non seulement de s'amuser, mais aussi de se rappeler de quelques passages particulièrement amusants ou particulièrement marquants du livre, ou d'autres qu'on avait plutôt oubliés. Ouais, et c'est... Alors donc voilà, donc a priori, l'achetez pas sur DS, mais sur les autres versions c'est bien à faire. Je pense qu'en plus il doit y avoir pas mal de temps de jeu parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Oui, déjà les 4 années ça doit prendre pas mal de temps. Et une fois qu'on a fini l'histoire, ou même avant d'ailleurs, puisque dès qu'on finit une étape du jeu, on débloque le mode libre pour cette étape. Donc on peut commencer à jouer en mode libre quasiment dès le début du jeu, sachant que de toute façon tous les personnages ne seront débloqués qu'à la fin. Donc ça se trouve, on sait pas, mais ça se trouve il faudra débloquer, je sais pas, Voldemort pour rejouer à la première étape du jeu et trouver tout ce qu'il y a à trouver à cet endroit-là. Alors, je pense quand même que du point de vue des lieux à visiter, ça m'a l'air moins riche que le jeu Harry Potter 5, mais du point de vue de ce qu'on peut faire dans ces lieux, c'est plus riche. Donc ça compense pas mal. Et je pense que même si on a fait les autres jeux vidéo, je crois que c'est quand même suffisamment différent des autres jeux vidéo. Déjà, les jeux vidéo 1 et 4, pour être honnête, ils étaient quand même pas géniaux. Donc du point de vue du moins de... là je sais pas si ce sera mieux du point de vue des tâches à accomplir, mais en tout cas du point de vue de ce qu'on peut faire après dans le château, ce sera mieux. Donc je pense que pour ça, en tout cas, c'est pas mal de l'avoir. La faculté de magicologie.
Et donc nous remercions chaleureusement Bruno et Toufi pour leur présentation du jeu Harry Potter Lego années 1 et 4. Et j'espère que ça vous aura donné envie de l'acheter. Disponible dans toutes les bonnes pas librairies, magasins de jeux vidéo, Fnac, Amazon et tout le bazar. Mais pas encore. Bientôt, mais pas encore. C'est pas encore sorti. Oui, bon, bientôt disponible dans un magasin près de chez vous. Attends de voir quand est-ce que je vais le monter l'épisode là. C'est ça, surprise. Et donc, venons-en enfin au plat principal, à celui que vous attendez tous. Je n'ai pas nommé Dead Eagle, mais qui est déjà là, mais Severus Rogue. Pour commencer, rappelons un peu qui est Severus Rogue et qu'a-t-il fait avant que J.K. Rowling le décrive si bien dans ses livres. Notons au départ que Rogue est composé de 5 lettres, R-O-G-U-E. Avec ces 5 lettres, vous pouvez former le mot grue si on enlève le O. Et si on en croit les auteurs principalement féminines de Potter Fiction, elles auraient bien aimé qu'il enlève le O. Bravo. Ce n'est pas terminé. Dans la version originale, telle qu'écrite par notre auteur préféré, Joanne Kathleen Rowling, son nom est Severus Snape. Snape formait des lettres S-N-A-P-E, avec lesquelles on peut former le mot pan si on enlève le S. Et si on en croit les auteurs de Potter Fiction, principalement féminines et anglophones, et qui font des fautes d'orthographe, elles auraient bien aimé qu'il leur fasse le coup de la panne. T'es clair dans les anagrammes là quand même. Vous avez prévenu. Merde, reprends-toi, calme. Le professeur Rogue est né en 1960. Notons que 1960 a aussi vu la naissance d'Eli Kaku, de Yannick Noah et de Jean-Claude Van Damme, à qui on aurait aussi pu donner une seconde chance. Il est aussi marqué, et ça c'est beaucoup moins drôle, par la création du Ku Klux Klan, qui rappellera les hauts faits de Rogue et de ses copains plus tard. Il est décédé au mois de mai 1998. Le pauvre Severus Rogue n'aura donc jamais connu la France en finale du championnat du monde de football. Et voilà. De père moldu et de mère sorcière, il aura une enfance difficile dans un quartier ouvrier où il se liera d'amitié avec Lily Evans après lui avoir révélé sa nature sorcière. Il entre à Poudlard en 1971, soit 2 ans après le plus gros canular des sorciers aux Moldus, toujours insoupçonné pour eux que l'homme pouvait véritablement aller sur la Lune. De ses camarades de classe, retenons les maraudeurs, à savoir Sirius Crack, Rémus Lapin, Peter Petit Gros et J. Peter. Oui, les noms ont volontairement été changés afin de protéger leur anonymat. Donc Lily Evans, dont nous parlions plus tôt. Il fut envoyé à Serpentard malgré une capacité d'apprentissage fort remarquée et de nombreuses aptitudes. Son attitude négligée et son intérêt pour la magie noire et les arts occultes ne le rendirent pas populaire. Il en eût été assurément de différentes façons si les émos et les gothiques avaient existé à l'époque, ainsi que les fans de Twilight. Ah merde, j'avais dit pas de Twilight ce soir. T'aurais pu dire les fans de Tokyo Hotel. Tant pis. Ennemi déclaré des maraudeurs, ils lui chercheront régulièrement des crosses, allant jusqu'à risquer de le faire mordre par un loup-garou dans le tristement célèbre épisode de La Cabane Hurlante. Cet épisode scellera à jamais la haine qu'il éprouvera toute sa vie pour James Peter, celui-ci étant de plus son sauveur dans l'épisode précédemment cité. Du reste de ces années à Poudlard, nous retiendrons que son rapprochement avec un groupe de personnes précurseurs des Mange-Morts et l'humiliation subie lors de la confrontation dite des Buses, encore face à James Peter, sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase de son amitié avec celle qui deviendra plus tard Lily Peter. Le jeune Severus éprouvait d'ailleurs plus que de l'amitié pour la jeune adolescente d'alors, et la voir se rapprocher de son ennemi juré dut encore renforcer leur inimitié. Je me répète en fait, je suis en train de me rendre compte. Pour sa défense, reconnaissons que le beau gosse qui a plein d'amis, qui humiliant vargogne ses camarades de promotion et qui en plus lui pique la femme de sa vie qu'il lui a aussi sauvé, c'est comme un teen movie où le héros ne passe jamais du stade de vilain petit canard aussi majestueux, et à sa place on aurait aussi eu tendance à souhaiter la mort de J. Peter. Non mais en fait, toi, on va te laisser faire un épisode sur James aussi, hein, parce que je pense que ça va être pas mal.
Il rejoindra plus tard les rangs des Mange-Morts et sera le témoin de la prophétie du professeur Trelawney, faite à Albus Dumbledore. Rapportant ses propos au Seigneur des Ténèbres, il se sentira toujours responsable de la mort des Peter, et notamment de Lily, qui le conduiront à se rendre et se repentir à Dumbledore. Toujours prompt à donner une seconde chance, Dédé lui confiera ensuite le poste de professeur des potions, puis de responsable de Serpentard. Le reste fait partie de l'histoire telle que vous la connaissez, et nous en discuterons plus tard. Cependant, quelques petites choses à savoir encore sur l'homme de la soirée. C'était un excellent Occlumens et Legilimens. Il chaussait du 42. Rogue ne croyait qu'en deux choses, le retour de Lord Voldemort et le retour à la mode des cheveux longs et gras popularisé par les hippies durant sa prime enfance. On sait tous ce qu'il était devenu du premier. Il s'était aussi lui-même surnommé Prince de Sang-Mêlé, du nom de jeune fille de sa mère et de ses origines métisses. Il ne savait bizarrement pas faire de vélo, comme quoi on peut être vachement intelligent et complètement incoordonné. Et enfin, il est l'inventeur du sortilège Sectum Sempra, que nous ne vous conseillons pas d'essayer à plus de 20 mètres d'un mage guérisseur expérimenté. Peu d'informations nous sont par contre parvenues quant à la baguette qu'il utilisait, mais nous sommes quasiment certains qu'elle était en bois, contenait un morceau d'animal magique quelconque et mesurait environ cette longueur-là. Enfin, et cette révélation est exclusive à la rythme dont nous remercions la source anonyme et d'une véracité maintes fois prouvée, nous sommes aujourd'hui en mesure d'affirmer que Severus, s'il s'habillait toujours de noir, ne mettait en revanche que des caleçons verts. Les témoins de l'épisode des bus s'accordant sur la couleur grisâtre de son sous-vêtement, il est plus que probable que la couleur de son caleçon soit une autre forme d'hommage à Lily Evans qui avait de magnifiques yeux verts, en plus de la seconde forme de son patronus, une biche. Et voilà donc résumé les premières étapes de la vie de notre sujet du jour. Je laisserai mes coéquipiers faire des commentaires. Voilà, j'ai fini. Oui, merci beaucoup. Alors, on est quand même à 7 minutes, bravo. C'est la plus grande intro qu'on ait jamais vue. Comment enchaîner là-dessus ? Non, c'est la plus grande intro qu'on ait jamais eue, simplement parce qu'à chaque fois je voulais faire des intros, vous m'avez jamais laissé terminer les miennes. Hein. C'est pas faux. Tu vois, c'est ça le respect d'Eagle. Bon, bah après ce rappel de la biographie du jeune Rogue, peut-être qu'on peut commencer par parler un peu justement du jeune Rogue. Parce que comme tu disais, on sait juste que il était malheureux quand il était petit. Il avait une amie, il avait un père qui le tabassait, il avait une mère qui était sorcière mais quand même apeurée par son père apparemment, ou en tout cas qui ne le défendait pas, enfin je sais pas, ça avait pas l'air sympa. Mais pour autant, quand il arrive à Poudlard, je sais pas s'il est déjà... Est-ce que vous pensez que dès le début, il était quelque part condamné à devenir ce qu'il est devenu ? Non, enfin, en tout cas pas si on croit à la technique, mais c'est pas le bon terme, au credo plutôt de Dumbledore qui dit que tout le monde peut changer et qu'il faut avoir foi en l'homme. Je pense que c'est toute une série d'événements. Ça a été donc la confrontation avec Potter, son amour, on va dire jamais partagé pour Lily Evans, son attrait pour la magie noire, ou sa volonté de pouvoir se défendre d'un père qui avait l'air assez violent et en tout cas pas très acceptant de sa nature sorcière. Mais je te dirais qu'en fait, il avait autant de chances de s'en sortir que Harry. Parce que Harry, il a une enfance super malheureuse. Le Choix-peau magique a failli l'envoyer à Serpentard, mais juste parce qu'il avait appris avant, il est allé à Gryffondor. Et c'est ses amis, en fait, qui l'ont tiré vers le haut. Enfin, entre autres, quoi. Parce que c'est vrai que Rogue, il serait pas allé à Serpentard, il aurait peut-être pas tourné comme ça. Hein. C'est possible. Comme quoi, nos relations forment aussi notre caractère. Bien sûr. Oh, ça c'est bien vu Clément. Mais qui n'a jamais eu de mauvaise fréquentation qui fait que vous avez commencé à mal tourner ? Moi, je suis une oie blanche et j'espère bien le rester. Non, toi tu es la mauvaise fréquentation des autres, c'est différent. Oui. Voilà, ça va être ça. C'est pas mal. Saleté. Voilà, donc je pense que c'était pas inné chez lui. Même s'il y avait un terrain favorable, on va dire. Il y avait quand même un terrain favorable. Mais bon, après, quand on voit qu'il a effectivement Jean les Mange-Morts, qu'il a quand même, il a sûrement dû faire quelques trucs qui étaient vraiment pas bien.
avant de se rendre coupable de la mort des Potter. Et si cet événement a changé sa manière de voir le Seigneur des Ténèbres et il a peut-être porté un autre regard sur sa vie. Je sais plus ce que je voulais dire au départ maintenant. Et Bah, voilà. c'est pas grave, moi je suis en train de me dire, il y a quand même un truc qui me frappe chez Snape, c'est que c'est un personnage qui est extrêmement triste en permanence. Oui, il porte Euh, pas la joie de vivre sur son visage, hein, ça c'est sûr. Et Ça, je suis en c'est train de vrai. me demander, on le voit à au moins 2 reprises lancer un Patronus. Pour Mhm. lancer un Patronus, il faut un souvenir joyeux très très fort. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir lui? Lily? Qu'est-ce qu'il peut, à quoi Bah oui, mais même pas. Attends, quand il pensait, enfin, moi si j'étais à sa place, en pensant à Lily, je penserais immédiatement au fait qu'à cause de moi, elle est morte. Ouais. C'est vrai. Non, parce qu'il peut se Peut-être fixer C'est sur moyen un, réjouissant. il peut se fixer sur un souvenir d'enfance où il était heureux avec Lily, notamment à l'époque Mais- où ils étaient ensemble dans leur patelin. Ouais, mais après ce serait accepté que pour faire un Patronus, il faut à chaque fois qu'on lance le sort penser à un événement heureux. Est-ce que le fait de penser à un événement heureux n'est pas vraiment utile pour apprendre à lancer un Patronus? Mais une fois que ce sortilège il est répété et répété, je veux dire c'est comme faire du vélo, ça s'oublie pas quoi. Possible. Peut-être, mais il me semble que Harry à chaque fois a un souvenir heureux, en tout cas quand il a besoin de lancer un Patronus. À chaque fois il est là, oh je vais penser à Ron et Hermione, je vais penser à... Oui, parce que je savais que Je sais j'allais pas d'autre. pouvoir le lancer, donc c'était machin. Oui. Oui, mais bon, Harry, c'est pas non plus, il est pas le plus doué du monde, hein. Il se Non, mais pose ça c'est toujours vrai. plein de Il a questions. prouvé, il a Peut-être qu'il- maintes et maintes fois prouvé que finalement c'était pas le meilleur magicien de sa génération. Bah ouais. Puis en plus, peut-être qu'il aurait réussi à le lancer, même sans penser, disons au bout de quelques années, sans penser à un souvenir heureux. Sauf que lui, il y pense. Et puis en plus, Rogue, peut-être qu'il a d'autres souvenirs heureux dans la maison des Serpentards. Il faisait peut-être des booms super hein, pour fêter ses 16 ans ou des trucs comme ça. C'est possible, c'est possible. J'ai du mal à imaginer Rogue faire la fête, mais même jeune. Bon, peut-être qu'ils dansaient tous sur Lady Gaga, hein, t'en sais rien. Possible, effectivement. On a récemment appris que Lady Gaga avait des parents sorciers. Bah oui, non mais je me fais trop d'images mentales en fait, faut que j'arrête. Enfin bon, oui. Il a pas l'air heureux. Non, Rogue n'est pas heureux. Et c'est donc dans cette atmosphère de pas heurosité que nous le rencontrons pour la première fois dans la biographie des aventures du jeune Harry Potter. Oui, Oui, et vas-y. et alors, Oh là, je sens que ça vous inspire. la première fois qu'on le voit, c'est assez troublant, c'est au dîner, Harry c'est son premier jour à Poudlard, Mhm. et on apprend qui est Rogue parce que Harry tout d'un coup a mal à la cicatrice, et il Ouais. a l'impression que c'est Rogue qui lui fait mal. Et alors que bon, en vrai, c'est parce que Quirrell est assis à côté de Rogue, Voldemort est derrière Quirrell, etc. Mm. Mais il nous est tout de suite présenté comme le méchant. Je veux dire, c'est limite la réponse Rogue est à la question, c'est qui ce monsieur méchant? Ah oui, elle nous laisse pas trop le choix, J.K. Rowling au début. Hein. Oui, mais c'est peut-être aussi fait exprès par Ah bah oui, bien sûr. dans le scénario, tu vois. Oui, bien sûr. Même si, bien sûr, nous connaissons maintenant toute l'histoire Mais et ça nous prouve- savons qu'au final, Rogue était un tout gentil petit lapin. Ouais, Mais, je sais pas. Quand même pas. Mais c'est vrai que ça prend tout son intérêt avec le mystère Quirrell et tout du premier, bien sûr. Puis pour la rédemption de la fin. Oui. En tout cas, à la fin du premier, moi il me semble qu'à la fin du premier, on nous dit en gros, mais si je vous assure, Snape était pas méchant, mais personne d'entre nous n'y croyait, je crois. Disons qu'on attendait la suite. Ouais. Voilà, on était tous là, oui, il est pas très méchant, mais il est quand même un peu méchant, hein, vous nous la faites pas, je veux dire. Hein, où il y a quelque final, chose. Voilà, c'était limite tu t'attends à ce que ce soit un méchant un peu plus grand qui sera dévoilé quelques tomes plus tard, quoi. Ouais. Le monsieur qui tire les ficelles ou quelque chose comme ça. Ouais. Je pense que le tome 1 est même dès le départ, enfin, Rogue nous est présenté, quand on y fait bien attention, comme la véritable némésis de Harry. Et pas Drago Malfoy comme on pourrait le penser parce qu'ils ont le même âge et qu'ils sont dans la même année de cours. Et donc on sait, même si à la fin du premier tome on n'a pas appris grand chose sur lui, qu'on le reverra et qu'il va y avoir d'autres confrontations entre Harry et son professeur. Parce que
en fait, si Harry représente dans l'histoire, pour simplifier énormément, si Harry représente le bien, Voldemort le mal, Severus Rogue, c'est le personnage ambivalent. C'est celui dont on saura jamais avant la fin c'est celui qui est mitigé, c'est celui qui est vraiment mitigé. Il est un peu de bien, un peu de mal, on sait pas trop. Est-ce que la balance penche un peu plus d'un côté ou de l'autre? C'est. Mais disons oui, que c'est tout l'intérêt du personnage, justement. Ah, bien sûr, c'est aussi pour ça qu'il a déchaîné les passions. Ouais. Et que c'est aussi pour ça d'ailleurs que pendant 2 ans on a théorisé sur Rogue et que donc on avait trouvé la fin avant la fin. Que Oui, quoi, Rogue bah, dis donc, femme Exactement. c'est vrai, j'ai oublié de parler de cette théorie-là. Ah non mais franchement là le truc de Rogue est gentil parce qu'il était amoureux de Lily machin et qu'il s'en voulait et tout, on l'avait celle-là. Hein. Alors autant je veux dire je me suis platement excusée pour l'histoire de Harry étant Horcrux, autant celle-là c'est vrai que là sur le coup rendons à César ce qui appartient à César, la Gazette avait trouvé. C'est vrai. Et on en c'est était vrai. sûr, Mais bon, en en même plus. temps, il faut aussi se rendre compte que il y avait quand même sur la Gazette énormément de partisans de la théorie du lien fraternel et que ça s'est avéré être un magnifique fiasco. Donc on a eu Ouais, non, raison mais sur ça, certains points ça et a tort sur jamais d'autres. été vraiment crédible. Hein. Je sais bien, moi j'ai pas défendu, mais quand même, il faut le rappeler. Parce que le truc de je suis ta sœur, je veux pas le dire, mais bon, ça avait déjà été pris avant. Hein. Et je ne citerai pas mes sources. Ouais. Vous savez que j'en pense pas moins, mais bon. C'est vrai. Mais imaginons une théorie où Rogue aurait été le père de Harry, là ça aurait été génial. Mais Ça aurait été plus drôle. quoique non, Mais en fait, ça a fortement déjà été fait aussi. Pardon. Oui, mais fortement improbable. Mais dans l'absolu, moi, enfin, souvent Snape, je le trouve presque la méchanceté de Snape parfois est presque trop forte pour être crédible, quoi. C'est des moments où tiens, regarde, je vais mettre un 0 pointé pour telle ou telle raison à Harry. C'est tellement gratuit que t'y crois presque pas. Pourquoi? Mais si, tu Pourquoi crois, tu parce crois que pas Rogue, il se la joue. Il s'est, enfin, lui-même, en tant que lui, il s'est créé un propre personnage. Le personnage du méchant qui va maltraiter Harry. Et il en est très content, hein. Je veux dire, il s'est forgé un personnage en entier, avec justement la fameuse cape qui fait swish et tout. Tout ça, c'est un ensemble, et il trouve ça très jouissif, à mon avis, en plus, hein. Ouais, bon, on en a discuté des centaines de fois, de Rogue qui peut se venger de James par l'intermédiaire de Harry. Bah oui. Non, puis même en tant que maître des potions, il se forge un personnage lui-même, hein, à mon avis. Ah oui, Oui, c'est certain. Parce que c'est quand même pas que envers Harry, je veux dire, c'est aussi une crapule vis-à-vis de Neville, par exemple. Oui, mais Au fond, c'est juste Enfin, un gros frustré. je pense Snape. que effectivement, Purple a raison en disant qu'il joue un rôle, mais il a besoin d'appuyer son autorité et d'appuyer l'existence de son rôle sur les personnages qui sont les plus faciles à maltraiter, on va dire. Et en plus, il crée un rôle parce que, bah, en effet, il est dans la dissimulation, de toute manière, tout le temps. Que ça soit d'un côté, de l'autre, des mange-morts, des gentils, enfin bref, il est tout le temps dans la dissimulation. C'est vrai. Saleté. Est-ce que vous vous souvenez du dessin de Snape dessiné par J.K. Rowling? Vaguement. Sans doute. C'était il y a alors donc pour nos lecteurs qui le trouvent pas, vous pouvez aller sur la Gazette chercher Rogue dans le moteur de recherche. C'est un article du 25 septembre 2008 et donc au moment où le tome 1 était ressorti aux États-Unis, J.K. Rowling avait mis en bonus un dessin de Severus Snape qu'elle avait dessiné au tout début, genre en 92 ou quelque chose comme ça, donc longtemps avant la sortie du tome 1, où on voit vraiment Snape, alors qui est presque une caricature de la description qu'il y a dans les livres, avec un nez énorme, avec les cheveux qui luisent tellement ils sont gras, et où il y a que la tête et à la limite quelques doigts qui dépassent de sa cape, et il a vraiment l'air je sais pas, d'un sorcier d'Europe de l'Est vraiment méchant qui vivrait au milieu des bois et qui aurait jamais parlé à un autre être humain. Tu sais à qui me fait penser? À Jafar dans Aladdin. Ouais, exactement. C'est l'archétype du méchant. Parce que c'est l'apothéose du méchant, tu veux dire. Ouais, il est c'est Le déjà méchant Jafar. ultime. Ouais. Non, mais tu sais, avec la collerette là, de la cape. Ah ouais, oui, mais oui.
Oui. Et puis il a l'air de voler un peu pareil. Enfin, Jafar vole pas, mais... Ça, c'est un reproche qui a souvent été fait à Rickman de toute façon et qu'on a fait aussi ici sur cette antenne. Que dis-je sur cette page? Non, que dis-je sur ce fichier MP3 que Alan Rickman était trop beau, trop propre, trop pas assez Rogue. Effectivement. Oh ouais, mais si, quand même, il fait un bon Rogue, hein. Effectivement, je pense que il va falloir qu'on parle d'Alan Rickman à un moment ou à un autre dans cette émission. Et j'appuie tout à fait les dires de Deagle en disant que Alan Rickman est peut-être un très bon acteur, et c'est un très bon acteur, mais je pense qu'il fait pas assez Rogue pour moi tel que j'avais imaginé. Il est effectivement trop propre, trop... je sais pas, peut-être trop propre. Quoi. Non, laisse il a tomber, pas les cheveux assez c'est sales. parce qu'on adore Alan Rickman, donc il a un côté qu'on aime bien, donc on n'arrive pas à détester Rogue quand c'est lui qui le joue. C'est ça aussi, hein. Ah, moi je suis pas d'accord. Moi j'aime beaucoup Alan Rickman, mais depuis Harry Potter, quand je vois un autre film avec Alan Rickman, je vois Rogue. Je pense que moi il a vraiment pris possession de ce personnage et donc c'est l'incarnation de Rogue pour moi maintenant. Et je trouve que, alors effectivement il fait pas sale, mais il a beaucoup d'autres qualités. Et sa diction du personnage surtout est absolument merveilleuse. Je veux dire, c'est insupportable à entendre parce qu'il parle à 2 km/h et que t'as envie qu'il te dise sa chose méchante et qu'il s'en aille. Mais quand tu le vois habillé tout en noir et qui descend Harry du regard surtout, moi je trouve ça assez parfait comme incarnation de Rogue. Je suis d'accord, mais c'est vrai que pour moi, Alan Rickman, ça restera, disons chronologiquement parlant, le shérif de Nottingham. Oui. Donc je vous ferai pas toutes les fameuses répliques cultes de « je t'arracherai le cœur avec une petite cuillère » ou des trucs comme ça. On a tous nos références. Hein. Pour moi, Alan Rickman, c'est Hans Gruber dans Die Hard, mais... Ah ouais. Non, mais c'est vrai que quand on le voit dans Love Actually, par exemple, eh ben, on voit un petit peu tous ces méchants-là aussi. Du coup, il est pas crédible dans un rôle où il est gentil, en fait. Il est moins C'est crédible. vrai. Enfin, même s'il n'est pas super gentil dans Love Actually, quand même, parce qu'il a plus ou moins une maîtresse. Mais bon. Oui, c'est même, enfin, non, pas de spoiler pour les gens qui n'auraient, pour les pauvres gens qui n'auraient pas encore vu Love Actually. Ah, mais... je viens de vous spoiler, désolé. Voilà. Et non, enfin, moi je suis allé voir Love Actually au cinéma. C'est d'ailleurs très rare que j'aille voir une comédie romantique en cinéma, mais voilà, j'étais un peu fatigué, j'ai pas fait attention. Et moi j'ai tout de suite reconnu Alan Rickman parce que c'est un acteur que je connais, enfin que je suivais depuis assez longtemps et j'ai appris à connaître sa tête. Et il est méconnaissable dans ce film. Donc il y a la plupart des gens en fait ils font si tu lui enlèves ses cheveux longs et sa cape noire et tu lui mets une veste en tweed et des cheveux à peu près corrects. Enfin, c'est plus le même personnage. Ouais, mais tu le reconnais dans ses yeux quand même, hein. Oui, bah oui, mais oui, parce que c'est le même mec, bien sûr, mais... Oui, non, mais... Voilà, il n'empêche que, bon... Il incarne quand même bien les méchants, et c'est vrai qu'il a du mal quand même à s'en dissocier. Bah, ça dépend, après, t'as... comment il s'appelle, le colonel dans Raison et Sentiment. Qu'il a joué avec une autre actrice de Harry Potter, Emma Thompson. Oui, c'est Emma Thompson. Voilà, et Hugh Grant et Kate Winslet, donc une belle brochette d'acteurs. Où du coup là, cette fois-ci, il a un rôle, disons, plus attentiste, moins méchant, un peu niaiseux sur les bords, mais dans les bonnes conventions de la société de l'époque. Oui, de l'époque, bien sûr. Bon, c'est un super acteur, voilà. Ouais, oui. Alors c'est marrant, je voulais rebondir par rapport à ce que disait Robin tout à l'heure. C'est que autant contrairement à toi, j'ai pas l'impression de voir Rogue à chaque fois que je vois Rickman. Autant il y a un moment où c'était absolument flagrant, c'était dans Alice au Pays des Merveilles. Oui. Où le fait de n'avoir que la voix de Rogue pour ceux qui sont allés le voir en anglais, bien sûr. Pour les autres... Tant pis. Shame on you! Pour les autres, c'est ça, j'allais dire, la nouvelle adresse c'est gazettedusorcier.skyrock.com. Non, je suis méchant. C'est bas. Et tu sais qu'il y a des gens qui habitent en province et qui n'ont pas la possibilité d'aller voir les films en VO. Ce n'est pas mon cas, je l'ai pas vu. Donc je dirais rien. Non, mais là c'est différent. Ne critiquons pas non plus les gens qui ont que de la VF à disposition. Là c'est différent. Les pauvres. Mais dans ces cas-là, il y a toujours Internet. Oui, alors déjà ne faisons pas l'apologie du téléchargement ici, primo, et puis en plus il n'est pas encore en copie potable pour l'instant.
Non, bref. C'est vrai que la voix de Rickman, mais juste la voix avec la chenille bleue. Putain, il C'est fait la voix de la Absolem. chenille bleue. Comment tu Ouais. viens de me spoiler? Bref, passons. Bah, en même temps, tu sais qu'il y a une chenille bleue dans Alice au Pays des Merveilles. Oui, mais je savais pas que c'était lui qui faisait la voix. Je crois que je l'ai peut-être. Non, non, je savais pas. Bref. Ouais, En bah, même temps, il faisait aussi la voix du robot Marvin dans le film H2G2. Et, je savais pas. et j'avoue l'avoir vu en VO, et j'ai jamais reconnu sa voix. Hein. non, mais il y a pas un effet, y a pas un effet audio sur la voix justement parce que il y a, enfin, ça me Non, suis ça, pareil, c'est ça m'a pas D2R2. frappé non plus. Ouais, j'avoue que en revoyant le film, en le sachant, effectivement, on reconnaît les intonations un peu traînantes de Rickman, quoi. Surtout que c'est un peu le même genre de rôle. Enfin, non, pas du tout le même genre de rôle, mais c'est le même genre de voix. C'est la voix traînante ou toujours dépressive, déprimée ou déçue plutôt, une voix déçue. Ouais. Et comme il est toujours avec quand il parle à Harry ou quand il parle à n'importe qui. Ouais. Donc, mais on aurait dû le reconnaître, mais non. Mais Mais on s'éloigne beaucoup de Harry Potter et du personnage de Severus Rogue là, je pense. C'est pas faux. Pardon. Et Bref, enfin, on disait tout à l'heure que Severus Snape, à la base, il était tellement présenté comme un méchant, c'est presque trop pour qu'il soit effectivement méchant, mais c'est l'archétype physiquement du méchant, hein. De tout ce qui peut être mauvais chez lui l'est. Ouais, vas-y, l'archétype du méchant, c'est Voldemort aussi. Oui, mais d'une façon différente. Je parle uniquement du point de vue physique. Quand tu le regardes, Ah oui. tel qu'il est décrit, Ouais, c'est Voldemort aussi, hein. oui, bien sûr. Mais justement, là Bah, où disons tu que- fais la différence entre les deux. Oui, c'est Il pas rentre dans le tous les grand méchant, stéréotypes, par quoi. contre. Ouais. il rentre dans tous les stéréotypes du grand méchant. Et il faut voir que pendant 4 tomes sur 7, Voldemort reste une menace, planant au-dessus, mais pas véritablement un méchant, je veux dire, physique auquel on puisse identifier quelqu'un ou s'identifier. Ouais. plutôt. Parce que Rogue, c'est vrai qu'il est plus tangible en fait pour Harry parce qu'il le voit tous les jours à l'école, quoi. Voilà. Ouais. Donc il a aussi son utilité là-dedans. Mm. Mais et pour avancer un petit peu sur Rogue, je pense qu'il devient le moment où il devient vraiment ambivalent, c'est à la fin du tome 4. C'est à partir du moment où Harry revient avec le porte au loin du cimetière où Voldemort renaît. C'est à partir de ce moment-là où Rogue perd son statut de méchant total pour devenir, comme je disais tout à l'heure, le milieu entre le bien et le mal, qu'on ne sait plus. Est-ce qu'il y a Dumbledore qui l'envoie faire ci, mais il revient avec la marque des ténèbres en la montrant à Fudge. Et c'est à partir de ce moment-là où on peut plus le positionner comme on a le héros d'un côté, donc on aurait l'antithèse du héros de l'autre côté, pas le anti-héros parce que c'est pas tout à fait ça. Et donc on a appris à le détester pendant 4 tomes complets, et là on sait plus où le placer. Mais d'ailleurs, c'est après le tome 4 où justement on a attendu pendant longtemps qu'on a fait le plus de théories. Parce que par rapport au nombre de mange-morts qui arrivent ou qui n'arrivent pas quand Voldemort revient, eh bien là, on est parti sur plein de théories, sachant que justement, le chapitre, je crois qu'il s'appelait À la croisée des chemins ou un truc comme ça, et justement, Dumbledore l'envoie. Et c'est là où on a commencé à théoriser à plein pot, sachant qu'on n'avait pas encore toutes les informations suite à Lily et tout. Bien sûr. Mais oui, ça. Mais ça c'est parce coupe que ça. justement, c'est le personnage qui est ambivalent, ouais. Ouais. Voilà. Il n'empêche que, quand on y réfléchit, finalement, l'intrigue, enfin, l'ensemble de l'histoire d'Harry Potter aurait pu se produire sans le personnage de Snape. Elle aurait pu couper le personnage, faire quelques petits rafistolages ici et là, et que à peu près tout tienne debout quand même. Bien sûr. Mais Et je pour pense- mais- autant, ça aurait été nettement moins bien comme livre. S'il n'y avait pas eu Snape, ça aurait été beaucoup moins intéressant à lire. Oui. Oui. Et en même temps, c'est comme je disais, le personnage de Snape ou de Rogue, je préfère l'appeler Rogue, c'est une question d'habitude. C'est celui qui nous a amené les plus grosses théories, c'est celui qui nous a amené aussi, pour moi et j'espère pour beaucoup de lecteurs, le plus de réflexion quant à savoir où placer la limite entre le bien et le mal. Mm.
Je vais rester coincé là-dessus, hein, je suis désolé. Oui, mais c'est pour ça que justement, on disait toujours Harry Potter, c'est pas manichéen comme roman, Bah, parce que justement, il y sans a des Rogue, personnages comme ça. Oui. sans Rogue, ça l'est beaucoup plus. Hein. Oui. Parce on a du côté du gentil, on a Harry, Dumbledore et la clique, et du côté des méchants, on a Voldemort et sa clique, et puis c'est tout. Entre les deux, on a que Rogue. Il y a pas d'autres personnages qui Et soient c'est pour sur ça, les autres. quelque part, qu'il est indispensable, justement. Ouais, il y a d'autres personnages qui sont beaucoup moins développés que Rogue, mais qui sont quand même aussi à la limite. Des gens qui travaillent au ministère comme Fudge ou Scrimgeour, ils sont pas gentils, ils sont pas vraiment méchants non plus. Enfin, t'es pas très sûr, quoi, s'ils sont bons ou méchants. Disons, oui, mais Fudge, Ou même, il est plutôt intéressant dans l'inactivité qu'il a, oui, bien sûr, justement, dans la c'est des non-acceptation. personnages faibles. Mais même si tu regardes Ombrage, Mhm. c'est pas du tout le même niveau de méchanceté que Voldemort et les Mangements, mais pour autant, elle est également là pour te montrer que tu peux être quelqu'un de fondamentalement mauvais d'une autre façon. Mhm. Oui, Donc, je crois que Ombrage, ce soit le seul. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Ça oscille un peu entre la mesquinerie et la méchanceté. C'est pas forcément de la méchanceté. Enfin, c'est pas la méchanceté démoniaque à la Voldemort. Ouais, dans le 6, non, c'est dans le 7, quand elle retourne au ministère, elle est quand même bien méchante, hein, quand même. C'est pas justement de la petite, allez, je vais embêter des élèves, quoi. Ah non, elle est... Ah non, c'est une vraie méchante, mais mais un autre c'est style, pas le ouais. c'est Plus pas le une même type de vicieuse méchanceté que méchante, Voldemort. je trouve. Ouais. C'est une Je pense que sadique. c'est un peu comme on discutait tout à l'heure avec Rogue un professeur qui se construit un personnage de méchant. C'est un peu pareil pour Ombrage. Elle a besoin de ça pour exister. Elle a besoin enfin, c'est le genre de personne, enfin, qui est exactement comme dans le monde, qui a besoin de lécher les bottes des supérieurs et d'écraser les inférieurs. Et c'est par ça qu'elle existe. Elle connaît aucun autre schéma de pensée, et donc elle a besoin de ça. Ça veut pas dire que c'est une personne méchante, c'est juste qu'elle a jamais connu autre chose. Peut-être Alors aussi que- le cas pour Rogue, peut-être qu'il a jamais connu autre chose, c'est aussi pour ça qu'il est allé dans cette voie-là. C'est pour Bah non, boucler je suis sur pas le début. d'accord. C'est, Non, j'en Je suis suis pas c'est- d'accord. Bah moi Parce non que plus. Rogue, tu vois, effectivement, au début, jusqu'à un certain âge, il a vu que tout le monde a été horrible avec lui, en gros, à part Lily et pas encore pas si longtemps que ça. Donc forcément, il est devenu méchant après. Mais à partir du moment où on lui donne une deuxième chance et où il est vraiment reconnaissant à Dumbledore de lui avoir donné une deuxième chance, il pourrait en profiter pour de vrai et ne pas devenir un prof sadique. Ouais. Oui, mais bon, il y a quand même la nature à la base. C'est que tout le monde peut changer, mais il y a des limites, quoi. Il y a tellement de Gryffondors qui lui pourrissent la vie que peut-être qu'en fait, sa vie est un enfer, même encore à ce moment-là. Qui lui ont pourri la vie. Je pense que, enfin, je sais pas, mais une fois que tu as atteint un statut de professeur, ils sont un peu plus respectueux, tu vois. Mhm. Oui. Ouais, il aurait pu devenir un prof sévère mais juste dès le début de son arrivée à Poudlard. Oui, et à ce comme moment-là, les McGonagall. Gryffondors l'auraient pas détesté. Je pense pas que les Serpentards détestent McGonagall, et pourtant elle est sévère. Donc quoi, est-ce que ce serait aussi plutôt un besoin d'autorité ou juste pour rigoler, quoi. Non, je pense que ça fait partie de son personnage qui s'est créé, mais justement de cette espèce de masque qui fait qu'il garde une distance, que il a toujours son passé qui lui pèse sur lui et que donc il sait qu'au fond de lui-même ça a été un traître. Donc il se C'est crée vrai. un personnage pour se protéger peut-être de cet amour et de cette gentillesse qu'il y a autour de lui, et puis de garder une certaine distance vis-à-vis des gens, quoi. C'est vrai. Et effectivement, c'est peut-être peut-être qu'il faudra retenir, c'est que finalement Rogue, c'est quelqu'un qui est obsédé par son passé, par les erreurs qu'il a faites et dont il arrivera jamais, dont il aura jamais réussi à se pardonner. Même si les autres lui pardonneront, parce qu'en plus, enfin bon, voilà quoi. La Les fin autres est qui telle qu'elle est. pardonneront, je vois, à part Dumbledore qui a bien montré qu'il avait fait table rase du passé et que sans toutefois l'oublier, on n'a jamais eu de preuve que Lupin et tous les autres aient fait Monsieur quoi que ce Weasley. soit. Monsieur Weasley, plein de fois, Ouais. il dit à Harry, non mais Rogue est de notre côté et tout. Et Harry lui-même, au final, non seulement lui pardonne, mais donne même à son fils son prénom. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Tu fais pas beaucoup mieux que ça comme hommage. C'est la rédemption post-mortem, certes, mais rédemption. Oui, mais il aurait quand même fallu attendre que Rogue meure pour que Harry lui pardonne, tu vois.
Ça, c'est Il aura vrai. fallu qu'il fasse l'ultime sacrifice, qu'il se sacrifie pour lui, Mm. pour que Harry se rende compte que, bah oui, malgré tout ce que Dumbledore lui disait depuis 7 ans, Rogue était de son côté. Oui, mais Et bon, que- tous les génies qui ont été reconnus après leur mort, hein, on va pas les citer tous. Il y en a plein, ça fait partie de la légende. Ouais, Ah bah oui. ouais. Je suis tout à fait d'accord que Rogue était peut-être un très très bon fabricant de potions, mais de là à dire que c'était un génie. Non, mais c'est un parallèle en fait entre Mozart qui a été reconnu longtemps après sa mort et tout, C'est et vrai. puis d'un côté, Ah, il eh était ben reconnu oui, de le son traître vivant, Mozart. qui a fait preuve, enfin tu vois. Eh bien, Harry reconnaît que finalement c'était pas le plus pire des salauds, et même si c'est après sa mort. C'est vrai. On peut voir ça comme ça. C'est C'est pas, juste- c'est pas un mauvais point de vue. Après, si ça avait été un vampire, il serait pas vraiment mort. Hein. Non, Non, Purple, non, nous ne parlons, c'est pas histoire nous de ne- revenir encore nous ne sur les parlerons vampires. pas des Potter Non. fiction ce soir, Purple. Non, mais ça a été beaucoup de théories. Harry, Séverus est un vampire parce que donc il mettait plein de crème solaire pour se protéger du soleil. Il avait les cheveux gras à cause de la crème solaire qui se tartinait. Il vit dans un cachot et tout. Ah, c'était une bonne théorie, ça aussi. Il hein. vit. Enfin, d'où est-ce que tu sais qu'il vit dans un cachot? Son bureau est dans les cachots, son sac à local est dans les cachots. Ça veut pas dire que lui il vit dans les cachots. Ça, c'est une théorie sur laquelle j'ai jamais compris les fondements en fait. Tu l'as C'est, vu euh, bronzer sur la pelouse de Poudlard avec une paire de lunettes de soleil? Non, mais est-ce que t'as vu Eh ben McGonagall le donc, faire? c'est un vampire. Est-ce que t'as vu McGonagall le faire? Non, mais elle est trop vieille. Excuse pourrie, ouais, je sais. Enfin bref. Non, mais c'était pour revenir sur une des grandes théories qu'on avait eues aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est tout. L'autre grande théorie étant que Rogue est une femme. Oui. Et non, ça, on n'a jamais rien qui l'a affirmé. Sauf les mange-morts qu'on avait rencontrés dans la Q Party à Londres. Parce qu'on s'est fait engueuler quand même là sur le coup, c'est même dans la vidéo. Oui. Mais en même temps, j'ai jamais fait confiance aux Anglais, je vais pas commencer maintenant. T'as bien raison. Non, mais je pense que Rogue était quand même quelque part assez proche d'un génie, Une parce femme que je disais que Rogue était quand même assez proche d'un génie, vu quand on regarde dans le livre du Prince de Sang Mêlé, Ouais. toutes les améliorations, toutes les inventions de sorts et tout, je veux dire, à 15 ou 16 ans, inventer un truc comme Sectum Sempra, c'est quand même pas facile. C'est pas mal du tout. Mais c'est pas Ou pour autant Levi qu'il- Corpus et Libera Corpus, ou tout ça, je veux dire, il était quand même assez doué. Et je pense que c'est aussi pour ça que Dumbledore cherchait tellement à trouver le bien en lui, c'est parce que c'était vraiment quelqu'un, si t'arrivais à le faire basculer même un tout petit peu du bon côté de la balance, ça faisait un poids énorme. Qui pouvait t'apporter énormément, ouais. Mais après, c'est pas pour ça qu'il sera reconnu après sa mort. Non, mais je pense que si Snape avait mis tout son pouvoir du côté de Voldemort pendant toute sa Il a vie, été reconnu après sa mort. Excuse-moi de t'interrompre, mais enfin, si je me trompe pas, on apprend dans le dernier chapitre que son portrait a été ajouté au tableau des directeurs de Poudlard. oui, on l'apprend. Je sais pas si c'est dans le dernier chapitre ou dans Il a été reconnu après sa mort. ou dans une interview, mais enfin bon, en même temps, tout ce que ça veut dire, c'est qu'il était directeur de Poudlard et donc, comme tous les autres, il a le droit à son tableau Oui. là-bas. C'est pas une énorme reconnaissance. Oui, enfin, je veux dire, jusqu'à sa mort, il était quand même considéré comme traître. Oui. Enfin, pour l'Ordre de Phénix, pour le reste du monde, enfin, pour le reste de l'Angleterre, parce qu'on peut pas dire que Harry Potter ait atteint le monde entier. Mais, Ah. C'est pas. Hein. mais ouais. On va pas commencer à discuter là-dessus, parce qu'on est parti pour des heures. Mais restons sur Rogue. Il a finalement été. Enfin, je pense que si il avait pas été, je pense que le fait que son tableau ait été rajouté à la liste des directeurs est dû au fait que Harry ait changé son avis sur lui. Oui, il y a une espèce de reconnaissance derrière, quoi. Quand même. Par la communauté des sorciers, quoi. Et, pour un mec qui a quand même fait pas mal de saletés, c'est bien, quoi.
Et donc ce sont sur ces dernières paroles ô combien intéressantes que revient la tâche, que me revient la tâche quelque part de finir cette conclusion. Alors autant l'introduction était un peu à la Philippe Bouvard d'ailleurs on peut dire, sur magnifique entrée en Jolie personne, insulte, etc. quoi. Alors on va terminer à la Edouard Baer. À savoir, ça va partir dans tous les sens. Vous vouliez 7 minutes, très bien, les jeux sont pris. Alors tout d'abord, levons le voile sur une incertitude qui nous poursuit depuis le début, à savoir que le jeu Harry Potter Lego sort le 25 juin 2010, c'est-à-dire potentiellement pas très longtemps après la fin du montage de cet épisode. Eh, laissez-moi le temps du week-end et je le fais la semaine prochaine. Hein. Comme ça, Oh, bah vous alors, rendez ok. pas du tout compte quand c'est bien. Alors ça sort dans 1 mois et demi. Grâce au merveilleux travail de Purple qu'on ne remerciera jamais assez d'avoir futurement mis en découpé cet épisode dans tous les sens pour vous l'offrir sous son meilleur jour. Non mais je le découpe pas, je le remets ensemble justement, ce qui est tout découpé. Et elle enlève toutes mes vannes les plus Enfin, drôles. bref. Bon bref. Non. Non mais c'est parce qu'après on fait une Ah ouais. compilation, tu vois. Voilà, donc c'était la deuxième nouvelle, c'est que donc les histoires de l'oncle Stan sont remplacées par les interventions de Smokeman qui va nous faire un billet d'humour à chaque rythme. Et non, bon, sur ce pour terminer, donc nous vous remercions d'avoir participé, enfin en tout cas écouté la rythme, le podcast. Nous allons vous proposer d'écouter une chanson de Wizard Rock qui est Potion par Draco the Malfoys. Draco the Malfoys dont on a déjà diffusé une chanson dans l'épisode 28. combien, 28, Bruno oui. 28 28. ? Mais à l'époque, vous vous en souvenez peut-être Un de très Marina bon et épisode. Switch. Voilà, c'était et ben donc là comme on parlait de Snape, c'est un épisode où ça parle un peu de Snape aussi, c'est pour ça qu'on met ça ce soir ou ce matin comme vous voulez. Ou dans le métro. Enfin. Voilà, ça dépend de quand vous l'écoutez quoi. Mais donc c'est vaguement à propos. Mais Et puis, l'écoutez c'est pas bien dans la comme douche, hein. Les objets électriques sous la douche, c'est pas une bonne idée. Bref, sur cette montagne de recommandations de bon sens et non inutiles, donc Potion de Draco the Malfoys, bien entendu, vous pouvez nous contacter à rythme@gazette-du-sorcier.com, nous laisser un message vocal sur Skype, ça nous fait toujours plaisir, et des fois on en diffuse, n'est-ce pas? Et Oh oui, sinon, si vous envoyez des mails, oh là là, faut que j'aille voir la boîte. Donc. Donc comme vous voyez, nous répondons à Donc- tous les mails que vous nous envoyez. Oh là non, parce que tu sais pourquoi? En fait, il y en a, ils me sortent des théories genre de 15 000 pages et tout. Et là, tu fais, ok, je sais pas théorisé depuis à peu près 4 ans, tu vois. Il y en a, ils ressortent avec plein de trucs. Tu dis, ok, je pense qu'ils viennent de terminer le tome 7, d'accord. Ok, moi, c'était en 2007 que j'ai arrêté tout ça. Comment leur répondre? Alors là-dessus, je transfère donc le mail à Pruno, parce que c'est un peu l'expert, tu vois. Là-dessus, il te répond, j'ai pas le temps, et donc je réponds pas aux gens. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas lu, on a trouvé ça hautement intéressant, mais on sait pas quoi Voilà. répondre en fait, c'est trop Donc compliqué. les gens qui nous envoyaient des mails, c'est très gentil à vous, mais sachez que contrairement à ce que vous pourriez penser, nous avons parfois une vie sociale. Certains ont même un travail qui les occupe pendant la journée, et donc nous mettons parfois du temps à répondre. Ah bah oui, D'ailleurs, effectivement là je confirme Si vous que n'écoutez pas dans le... que nous avons reçu des mails que nous n'avons pas encore répondu avec des théories sur le tome 7 qui vont nous réjouir. Attends, je me log là. Non mais alors elle lit ça en même temps, moi j'aime beaucoup les lire ces théories, mais c'est vrai que souvent c'est tellement élaboré qu'on a du mal à réussir à rentrer suffisamment dedans pour vraiment donner une réponse qui soit sensée. Donc si vous avez des théories, en fait le mieux à faire c'est d'aller sur le forum pour en parler. Parce que comme ça vous Voilà. aurez plein de gens qui pourront vous répondre et qui pourront vous donner une opinion sensée. Ce qu'on n'est pas forcément capable de faire Oui. par mail parce que c'est pas toujours facile. Mais par ailleurs on est aussi très content de lire vos mails. Hein. Ouais, parce qu'en plus, quand on répond par mail, en fait, il y a qu'une personne qui s'exprime et c'est compliqué. Alors que sur le forum, vous aurez des centaines de forumers pour pouvoir discuter avec vous, ce serait très bien. quitte à renvoyer après un mail en disant que vous avez posté la théorie sur le forum à cet endroit-là et que vous seriez très heureux que nous y portions un regard attentif et émerveillé
et même vous pouvez laisser un message audio sur Skype. Alors là, qui dit ah ouais tiens, ça fait longtemps que je me suis pas connecté sur ce compte de Skype. Moi je le ferais bien pendant qu'on parle, mais le problème c'est que pour ça, il faudrait que je me déconnecte de notre conversation sur laquelle on enregistre. Ah ouais, j'ai aucune idée pour savoir s'il y en a. Par contre, donc, si vous voulez écouter la rythme, alors on a dit pas sous la douche, c'était dangereux. Par contre, écoutez-le au boulot, ça me fera très plaisir de me rendre compte que vous ne travaillez pas et que vous écoutez ça. Oui, je sais, j'ai tendance à vous débaucher, c'est un plaisir. Voilà. Bon, sur ces entrefaites, merci à vous, chers auditeurs. À la prochaine fois. Hypothétiquement dans moins de 4 mois, mais à la prochaine Oh fois. là là. Oh si, parce qu'il va y avoir le film. Et puis, Oui. alors, le film Là, qui mais sort le... Ah non, c'est dans longtemps. Non, je pensais à Eclipse, le 3 de Twilight. Qui sort le Alors, nous sommes au regret de vous annoncer que nous avons perdu une chroniqueuse récemment. Mais non, je pensais qu'il sortait en juillet, mais non, il sort en novembre, c'est beaucoup trop long. D'ailleurs, vous pouvez aussi retrouver Papa Marie sur le podcast du forum Twilight. Je ne sais quoi. Arrête, j'ai essayé de les motiver pendant des mois pour en faire un, ils veulent pas, ils comprennent pas l'intérêt. Je comprends pas pourquoi. Enfin bref. Non, on a dit qu'on ferait un podcast sur les musiques de films. On attend juste d'avoir tout le monde, d'avoir toutes les BO et Mais on le ne fera t'engage quand à même. rien, Purple. C'est pas du À la teaser, limite, ça. on Vas-y, peut c'est du peut-être teaser. s'engager à faire un épisode sur les prochaines bandes annonces qui sortiront, parce que ça nous fera des choses dont on pourra parler. Après, à part ça, je pense qu'il vaut mieux ne Ouais, pas c'est prendre beaucoup d'engagement. moins sexy de leur dire ça. C'est beaucoup moins sexy de leur dire qu'on va encore commenter image par image une bande-annonce. Oui, mais ça demande beaucoup moins de travail et de préparation que de préparer un épisode sur la musique du film. Non, je suis sûre que ça va pas être si compliqué que ça. Attends, on va pas commenter chaque piste de chaque score de l'épisode. Non, mais il y a quand même justement pour ne pas faire ça, il y a de la recherche à faire, il y a beaucoup, enfin bon, ça n'intéresse sûrement pas beaucoup nos auditeurs, mais il y a du boulot, il y a du boulot en amont à faire, quoi. Bon, bah tu travailleras. voilà. Vous allez voir, ça va être génial. La rythme innove, la rythme vous propose la conférence de rédaction pour le prochain épisode à la fin de l'épisode, dans un souci de transparence. Vas-y, c'est du concept. Mais sur ce, pour préserver un petit peu de mystère et surtout un peu de préparation de notre part, nous allons vous dire au revoir. Et la prochaine fois, à la fin de l'épisode, vous aurez un bêtisier. Ok, c'est toi qui fais le montage. Non, je te mais c'est préviens, juste pour qu'ils aient envie d'écouter le prochain. You messed up in potions yesterday, but everyone still thinks you're really great. Except Snape. Except Snape. Except Snape. And me. 'Cause we see you for what you really are. Stupid little dork with a stupid dorky scar, and it's okay, it's really great, 'cause I hate you, and so does Snape. You crashed into the whomping willow tree. No one else would kick you out and make you history, except for Snape. Except for Snape. Except for Snape. Except for Snape. 'Cause rules are rules no matter who you are. And you're the stupid jerk who wrecked a flying car, and it's okay, it's really great, 'cause I hate you, and so does Snape. We were teamed up in dueling class, and no one else believed that I would knock you on your bum, except for Snape. Except for Snape. We didn't know you talked to snakes, which worked out alright in the end. Now everyone is thinking you're the heir of Slytherin, and it's okay, it's really great, 'cause I hate you, and now
So does everyone